tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. La Haute Assemblée poursuit sa mission d'information sur la gestion des risques climatiques. Les sénateurs ont auditionné sur ce sujet les membres de la Fédération du bâtiment. L'objectif, savoir comment les normes de construction aujourd'hui permettent d'éviter d'éventuels phénomènes climatiques comme des glissements de terrain et des inondations. Des experts en géologie ont aussi été auditionnés pour évoquer les zones fragiles dont le sol est propice à des catastrophes naturelles. Je vous laisse écouter ces auditions. En introduction, sur le plan déjà réglementaire, juste pour situer le fond, l'attitude de la Fédération du bâtiment est toujours vigilante à ce que les réglementations techniques qui sont édictées par l'État soient lisibles, soient claires de compréhension, applicables et contrôlables, toujours, hein, puisque sinon ça ouvre la porte à de possibles déviances, on va dire, qui sont difficiles ensuite à récupérer. Et puis ça permet aussi aux acteurs sur le marché d'agir de façon loyale et en libre concurrence. Donc vous avez souhaité en tout cas nous interviewer sur un certain nombre de questions. Je vais débuter par la partie normes et réglementations au sens général. Et puis je passerai la parole à mes collègues sur les points essentiels. Juste aussi pour cadrer le sujet sur la partie catastrophe naturelle, en fait, qui vous intéresse. Il faut savoir une chose, il y a à la fois donc pardon, oui. Tout petit peu le micro, s'il vous plaît, parce que... Merci, oui. Merci à vous. Voilà, il y a un cadre réglementaire que nous rappellerons le cas échéant lorsque de besoin, qui est assez dense entre le code de la construction, de l'environnement. On le reprendra tout à l'heure. On a beaucoup travaillé dans la construction sur la réglementation parasismique, ça c'est essentiel. Et puis, au niveau local et territorial, mais c'est un cadre national sur les plans de prévention des risques établis, qui sont par arrêtés préfectoraux en général. Voilà, et en collaboration avec les collectivités territoriales. Alors, en ce qui concerne la partie que je connais le mieux, qui concerne les normes d'application volontaire, donc au sens AFNOR, qui sont, vous le savez, d'origine soit nationale, soit d'origine essentiellement maintenant, on va dire, dans la construction d'origine européenne. Quelques-unes internationales, voilà, transposées absolument. En fait, les normes européennes sont transposées à l'identique, traduites en français, et remplacent toute norme nationale qui porte sur le même sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en matière de prise en compte donc des catastrophes naturelles, c'est traité d'une façon plus ou moins indirecte. Il n'y a pas de normes spécifiques sur la prise en compte de catastrophes naturelles au plan directement. Ça n'est pas élaboré de cette façon-là. Alors il y a des normes internationales, notamment en matière de secours, par exemple, des choses comme ça, mais sur la construction elle-même, je vais vous les détailler un peu plus. Elles concernent d'abord l'ingénierie et la conception des ouvrages d'art, bâtiments et travaux publics. Et ce sont des normes qui sont maintenant essentiellement européennes. On les appelle dans notre jargon les Eurocodes. Il y en a 59 et elles couvrent tous les aspects de conception du bâtiment, y compris les aspects donc, de conception parasismique par exemple ou de sécurité incendie. Oui. Ce sont des normes européennes, donc elles ne différencient pas du tout ce genre de choses-là. Par contre, il existe des annexes nationales qui prévoient, elles, ou qui récupèrent une cartographie, souvent édictée d'ailleurs au niveau national par l'État, par exemple sur les zones de vent, sur l'argile, etc., qui peuvent reprendre un certain nombre de choses pour permettre justement la conception, puisqu'on part de données. Il y a des normes donc, nationales qui sont édictées. Des compléments, c'est des compléments nationaux sur la base des normes européennes. Qui tiennent compte des différents risques par territoire. Pas de tous les risques, non. Pas de il y a des cartographies, je vous dis, essentiellement sur la partie vent, peut-être neige. Sur vent, tout ce qui est vent, sans doute neige peut-être. Didier, tu en sais un peu plus là-dessus. Qui définissent les actions climatiques à considérer. Donc, ils peuvent être le vent, qui peuvent être la neige, peut-être l'effet de température. Non, l'inondation, c'est lié à un niveau d'eau. Donc, ces normes ne traitent pas l'inondation en tant que telle, mais traitent les moyens de dimensionner les ouvrages, les structures, par rapport au niveau de la nappe phréatique. Alors, nappe phréatique lorsqu'on est en cas courant, ou présence d'eau à un niveau plus ou moins défini, niveau défini des plus hautes eaux, des eaux exceptionnelles, qui permettent de dimensionner les ouvrages.
de calculer les ouvrages en fonction du niveau d'eau à considérer. Donc ça peut être le niveau de la nappe phréatique naturelle, remontée de nappe phréatique ou inondation. Et à ce moment, les ouvrages, ces référentiels de calcul permettent de dimensionner les ouvrages en toute connaissance de cause et de manière partagée entre les acteurs. C'est-à-dire définir, par exemple, des soupapes dans les sous-sols de manière à ne pas endommager l'ouvrage et se dire plutôt que de résister, on cède de manière à préserver la structure, mais quitte à sacrifier quelques voitures et autres. Voilà, c'est une norme de conception. C'est-à-dire qu'en fonction d'un niveau qui est défini avec une cartographie qui peut être liée au vent, à la neige, à la température, c'est des normes qui évoluent. C'est des normes de calcul qui évoluent, oui. Les normes européennes ou françaises, peu importe, sont réexaminées tous les 5 ans, en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont révisées, mais elles sont réexaminées pour savoir si elles sont obsolètes, s'il faut les amender ou les annuler aussi, bien sûr. Mais c'est tous les 5 ans. Alors ça n'empêche pas, ce réexamen de tous les 5 ans n'empêche pas de pouvoir les modifier dans cette période aussi, en fonction des besoins. Il y a d'autres normes aussi qui existent. Alors, les normes de conception Eurocode, mais il y a aussi les normes d'ingénierie géotechnique pour la partie sol, essentiellement. Il y a des normes aussi sur la fabrication des produits. C'est la majorité des normes européennes et nationales qui existent sur celles des produits de construction, qui font d'ailleurs l'objet d'un règlement européen sur le marquage des produits de construction. Et dans ces normes-là, il y a très très peu de normes, en fait, il n'y a même quasiment aucune qui porte sur des aspects touchant aux catastrophes naturelles. En regardant vos questions, on a essayé d'identifier quelques exemples. On a vu qu'il existait une norme internationale, par exemple, sur les vitrages de protection résistants aux tempêtes destructrices. Donc ça, c'est pour le domaine du verre, de l'industrie du verre. Vous avez un exemple de norme française sur les barrières à neige, pour la protection contre les avalanches, par exemple. Et vous avez au niveau européen une norme sur les ascenseurs qui sont soumis aux conditions sismiques. Voilà. Mais je n'ai pas trouvé à ce jour d'autres normes de produits, c'est-à-dire de produits de construction ou d'équipement de la construction, qui traitaient spécifiquement d'aspects liés aux catastrophes naturelles. Vous avez d'autres normes qui sont des normes qui reflètent les techniques actuelles de construction, de travaux, de mise en œuvre, qu'on appelle les DTU, depuis les années 60, les documents techniques unifiés, qui ont été inventés par le CSTB à l'époque suite à l'effondrement d'un mur de soutènement, et avec mort d'homme. Et le CSTB, à l'époque, avait été missionné par le ministère chargé de la construction pour recenser les meilleurs cahiers des charges des maîtres d'ouvrage et en faire des documents donc techniques, d'où leur nom documents techniques unifiés. Ces documents, depuis les années 1990, sont devenus des normes AFNOR, donc qui passent l'enquête publique. Les normes AFNOR passent toutes une enquête publique. Et leur vocation est de refléter en effet les techniques traditionnelles de construction pour lesquelles le retour d'expérience des différents corps d'État, le maçon, le peintre, le dallagiste, le carreleur, etc., aura eu une expérience avérée, reconnue et réussie. C'est-à-dire, ces normes, ces documents techniques unifiés reflètent donc des techniques et des gestes sur des gestes traditionnels avec des produits courants pour des ouvrages courants. C'est leur limite aussi. Alors, ce sont aussi des normes qui servent dans les marchés de travaux de bâtiments. Et donc, leur conception en tant que elle ne s'applique que si, plus souvent, le maître d'ouvrage et le concepteur, c'est-à-dire l'architecte, les bureaux d'études, ont donné des éléments qui permettent en effet aux entreprises de travaux de travailler. Didier disait tout à l'heure qu'il y avait dans les Eurocodes, par exemple, des cartes de neige, de vent, etc., et des méthodes de calcul. Le fruit de ces calculs-là, de ces cartes, etc., est donné ensuite à un moment donné à l'entreprise pour permettre à l'entreprise de construire selon les techniques traditionnelles. Voilà. Donc sans ces éléments-là en amont, qui sont donc définis par le maître d'ouvrage et le concepteur, l'entreprise a du mal à travailler, notamment s'il s'agit de travailler pour anticiper, par exemple, des ouvrages qui seraient soumis à des actions accidentelles ou des catastrophes naturelles. Ce n'est pas au niveau de l'entrepreneur, au niveau de son marché de travaux, qui
qu'il faut définir ce genre de choses, c'est trop tard. Alors, quand même un cas, c'est celui du cas de l'argile, du cas des retraits gonflements, où nous avons actuellement 3 révisions des documents techniques unifiés qui sont en cours dans différents bureaux de normalisation sur à la fois les fondations profondes, les fondations superficielles, et puis sur les dallages, donc qui prennent en compte les avancées récentes de la loi Elan, qui a créé d'ailleurs un article qui est le L112-20, que vous connaissez bien, voilà, et sur la fourniture en effet d'une étude de sol. Donc là, c'est des nouvelles normes. Ce sont des révisions de normes de construction qui préexistaient déjà et qui ont intégré les avancées réglementaires récentes en s'appuyant sur le fait que sera donné par le maître d'ouvrage à l'entreprise des informations relevant des études de sol qui sont exigées par la réglementation. Voilà. C'était, bon, vous en parlerez peut-être plus juridiquement tout à l'heure sur la difficulté qui se présentait auparavant pour les entreprises d'obtenir ces informations-là, parce que ça a un coût et que ça n'était pas systématiquement fait. Mais les entreprises le demandaient ? Alors, les entreprises le demandaient, mais ne l'obtenaient pas nécessairement. La Fédération du bâtiment a beaucoup travaillé, avec d'autres acteurs d'ailleurs, pour faire en sorte justement que ces informations puissent être données et ancrées dans la loi et dans la réglementation. Vous le demandiez pourquoi ? Parce que vous étiez des fois on va dire, en difficulté avec des sinistrés de la sécheresse, par exemple, qui se retournaient vers les constructeurs en disant, ben voilà, ma maison, elle a 1 an, elle a 2 ans, elle est fissurée, et donc c'est lié à la construction, c'est ça ? Enfin, vous aviez des difficultés avec... illustrer peut-être. Oui, historiquement, cette problématique de retrait gonflement argile, bon, c'est vrai que les 2 principales causes de sinistres, catastrophe naturelle, c'est l'inondation et le retrait gonflement argile. La problématique argile est vraiment apparue depuis 92, sensiblement, les premiers événements conséquents, avec 2003 notamment. Depuis, disons que la Fédération française du bâtiment était consciente qu'il y avait des actions correctives à mener, mais que le premier élément de prévention, c'était de fournir les éléments. Donc, des travaux ont été faits, notamment par BRGM, pour établir une cartographie argile, donc qui a mis du temps. Mais maintenant que cette cartographie argile est établie, les acteurs peuvent, quand je dis acteurs, c'est également le législateur, avec la loi Elan, l'article qui impose déjà la connaissance, la fourniture des éléments à l'avant du terrain. Donc c'est déjà qualifié la constructibilité du terrain, donc c'est un pas non négligeable par rapport à l'argile. Et en cas de construction, notamment sur la maison individuelle, puisque l'ingénierie est peut-être moins importante dans le cas d'une maison individuelle, et les coûts sont assez tendus, donc se posait souvent la problématique de demander le sondage de sol. Mais quand le sondage de sol pour présenter 10% du coût de la construction, c'était souvent un frein. Donc il y avait des prises de risques inconsidérées. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que sur l'aspect argile, le parc construit est quand même important. Le renouvellement du parc immobilier, c'est 1% par an. Donc ces éléments d'amélioration prendront du temps à se décliner. Après, lorsque le sinistre arrive dans les 10 ans, il y a la garantie décennale qui prend le relais. La grosse problématique pour les particuliers, c'est lorsqu'on était au-delà des garanties décennales par rapport à l'aspect reconnaissance catastrophe naturelle. Après, nos entreprises, elles sont dans le cas d'intervention en intervention sur existants endommagés. La problématique passe nécessairement par un diagnostic, un sondage de sol, et des coûts qui sont assez conséquents. Donc c'est vrai que souvent la difficulté, c'est que nos entreprises ne pouvaient pas répondre. Disons que le coût des travaux était tel que le maître d'ouvrage était dans la capacité de faire les travaux. Donc malheureusement, là, il n'y a pas de solution en dehors de la reconnaissance CatNat ou d'autres accompagnements exceptionnels. Par contre, sur les constructions neuves, la démarche, elle est... disons que l'entrepreneur, généralement, il connaît son département, il connaît sa région. Mais c'est vrai que souvent, je dirais, la concurrence fait que le maître d'ouvrage, peut-être assez moyennement éclairé, peut être amené à choisir une entreprise qui prend le plus de risques. Donc l'établissement de cette carte argile est quand même un élément important. Et avec cet article obligeant la fourniture d'une étude de sol dans le cas de maison individuelle, est destiné assez rapidement, je dirais, fiabiliser ou renforcer les constructions. Et en associant notamment l'évolution dans le même temps accompagnement réglementaire par l'évolution des normes qui jusqu'ici renvoyait
implicitement ou semi-explicitement à une étude particulière en cas de zone argileuse. Maintenant, les textes de loi et les référentiels de construction vont amener la production par le maître d'ouvrage d'une étude de sol adaptée à son projet ou réalisation de dispositions forfaitaires par l'entreprise ou études complémentaires. Donc en ce sens, on est vraiment dans une... L'actualité fait que cette commission s'articule avec la mise en place de cette obligation et puis l'évolution des textes DTU. Mais voilà, c'est une démarche qui était engagée depuis pratiquement 10 ans. Juste un mot par rapport à ça. Oui, c'est pas le seul sujet de la mission, bien entendu. Hein. C'est un des sujets. Mais effectivement, il y a un dispositif dans le cadre de la loi Elan. On l'a vu avec le BRGM, il y a aussi aujourd'hui une cartographie qui n'aurait pas été capable de faire il y a 2 ou 3 ans. Hein, ils nous l'ont expliqué tout à l'heure. Donc, qui est aujourd'hui opérationnel. Il est évident que même si il y a tout ce qui est déjà construit sur évidemment les terrains argileux, et ça, évidemment, c'est là et on ne va pas le faire disparaître. Mais par contre, c'est quand même bien aujourd'hui qu'il y ait une prise de conscience et que tout ce qui est neuf, en tout cas, puisse faire l'objet d'une sécurisation en matière notamment des fondations, de façon à ce qu'on ait moins de désordre, ou moins de dégâts en tout cas que ceux que nous avons aujourd'hui sans avoir pris ces précautions-là, puisque on n'était pas en capacité vraisemblablement de le prendre à l'époque. Donc, mais au-delà de ça, si vous voulez, il y a plein d'autres choses. La mission, elle a un rôle aussi concernant la détermination des périmètres, le problème des indemnisations, etc. Ça va beaucoup plus loin. Néanmoins, il y avait effectivement, par rapport à vous, ce problème des terres argileuses, essentiellement d'ailleurs, cette catastrophe naturelle-là, puisque c'est directement lié notamment aux constructions, hein, et ça peut être résolu. Donc, juste peut-être une légère incise. On parlera peut-être tout à l'heure, Didier aussi. Il y a un dispositif qui a été mis en place qui est assez utile, qui s'appelle Géorisque, qui permet de fournir des informations. Je suppose qu'on vous a déjà fait état de cet outil, qui est un outil Géorisque, qui est un outil national. Hein. C'est public, c'est un outil, c'est la DGPR, oui, c'est ça, tout à fait. Donc, sur lequel vous avez une information au niveau de la maîtrise d'ouvrage des concepteurs notamment, et puis même à tout public, sur les différents types de risques en fait, hein, qui peut porter sur un territoire, une parcelle, enfin, etc. Voilà. Et si je fais cette incise, c'est aussi pour faire une comparaison par rapport aux progrès qui ont été faits dans les dernières années sur des risques non naturels, là, qui sont sur la partie risque, on va dire, technologique, sur, par exemple, avec l'obligation pour les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient d'ailleurs privés ou publics, de faire une déclaration d'intention de commencer les travaux. Par exemple, la DICT, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, déclaration de travaux. Et par exemple, vous vous rappelez peut-être des incidents qu'il y a eu sur les canalisations de gaz, d'électricité, parfois avec des accidents mortels. Et, maintenant, il y a un processus qui est mis en place avec un outil qui a été mis en œuvre par l'INERIS à l'époque sur Internet, où toutes les personnes qui ont un projet de travaux, à commencer donc par le maître d'ouvrage, a l'obligation de faire sa déclaration. Ça permet en retour que les gestionnaires de réseau donnent cette information au maître d'ouvrage et qu'il puisse lui-même transférer cette information aux différents acteurs de la chaîne de construction, notamment les architectes qui ont aussi cette obligation et les constructeurs. Voilà. Donc avec Géorisque, on a une première étape qui est celle d'identification des données avec parfois les plans de prévention, enfin tout ce qu'il peut y avoir comme documentation. Par contre, on n'est pas allé jusque à l'obligation de déclaration et puis à la fourniture aux acteurs de l'information. Alors ça y est en partie, hein, mais ça n'a pas été automatisé, on va dire. Voilà. Que les sociétés, les artisans du bâtiment, enfin, sont tous suffisamment formés sur ces questions-là? Est-ce qu'il y a qui les forme? Est-ce qu'ils sont suffisamment formés? Est-ce qu'il y a une bonne connaissance? Vas-y. Le professionnel du bâtiment, il est déjà professionnel pour son métier. Donc un carreleur va maîtriser la pose du carrelage, son approche, la réception des supports, etc. Après, la difficulté, il est difficile de demander à un artisan qui va intervenir dans son corps de métier spécifique
d'assimiler les enjeux des impacts climatiques globaux, comment il se décline sur son territoire, comment il peut se décliner et impacter son projet. Donc la difficulté elle est là. Après, il faut, comme le disait Valérie, la conception, disons que l'implantation d'un ouvrage dans son environnement, donc c'est bien évidemment une démarche initiée par le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, il a connaissance de ses attentes, de ses souhaits. Il a choisi un environnement, mais en effet, la première information, elle est au maître d'ouvrage sur le risque. Après, il y a le concepteur qui va l'accompagner, donc en s'appuyant sur des normes de conception qui permettent, lorsque les niveaux de sollicitation ou le niveau des actions climatiques extrêmes, que ce soit l'inondation, le vent, la tempête et autres, sont identifiés, la conception peut se faire en tant que telle, en informant le maître d'ouvrage de ses risques, en adéquation avec ses souhaits et son budget. Ensuite, le maître d'œuvre va concevoir le projet, va organiser la consultation des entreprises. Donc après, il y a certains acteurs métiers, lorsqu'on va parler du gros œuvre, de la charpente, c'est des ouvrages qui sont calculés au séisme, par rapport aux actions de vent. Dès qu'on va arriver dans les ouvrages de finition, les considérations liées aux actions climatiques, elles peuvent être plus diffuses. Mais lorsqu'on conçoit un bâtiment, on dit toujours le clos est couvert, donc l'eau elle reste à l'extérieur. Donc les normes de construction, comme l'a dit Valérie, les normes de produits gèrent l'étanchéité du bâtiment, mais ne sont pas prévues pour accueillir l'eau au sein du bâtiment. Donc, et les corps de métier, justement, n'ont pas les référentiels métiers sont traditionnels et n'intègrent pas nécessairement les aspects prévention liés aux sinistres événements climatiques majeurs, qui eux sont gérés par ailleurs. Si je prends l'exemple d'un particulier qui veut faire construire sa maison dans une zone particulière, est-ce que l'artisan qui va venir couler les fondations, je ne parle pas du carreleur, qui va venir couler les fondations, il a la maîtrise et il a la formation nécessaire pour apprécier la nature des sols de manière à conseiller le particulier sur tel type ou tel autre type de maison, ou en considérant que y a tel problème et il faudrait que... Enfin, est-ce qu'il a cette formation, cette information ? Normalement, lorsqu'il réalise des fondations, il s'appuie sur des plans qui ont été établis donc par son bureau d'études ou un bureau d'études. Voilà. Disons que le maçon qui intervient pour réaliser l'ouvrage de maçonnerie, il va nécessairement répondre et réaliser les ouvrages qui ont fait l'objet d'une conception et d'un permis de construire. Donc la conception, elle est en amont. Si l'ouvrage est réalisé en zone sismique, le bâtiment est conçu et calculé en zone sismique, les fondations sont conçues pour résister aux sollicitations sismiques, et donc de réaliser des fondations sans qu'il y ait la moindre étude, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui puisse se réclamer comme étant un professionnel du gros œuvre. Question complémentaire aussi, là. Vous avez parlé effectivement, compte tenu de ce qui s'est passé entre l'élaboration de la cartographie dont on a parlé tout à l'heure, mais également du dispositif dans le cadre de la loi Elan. Vous avez fait un lien tout à l'heure sur le fait que vous étiez en train de réfléchir à intégrer des dispositifs particuliers, notamment en matière de fondation, dans le cadre du DTU, je suppose, lorsqu'il s'agit de parcelles qui sont reconnues comme parcelles ayant argileuses. Est-ce que ça veut dire enfin, je suppose, mais c'est une question. Le DTU va donc définir le type de fondation qu'il faut réaliser lorsqu'on est dans des parcelles de ce type. Comment vous allez faire? Parce qu'en définitive, s'il n'y a pas de changement, si on continue à faire des fondations telles qu'on fait aujourd'hui sur des pavillons légers, non, mais je dis ça volontairement. On ne traite pas le problème, quoi. Donc ça veut dire qu'on n'aura servi pas à grand-chose, ni dans le cadre de la loi Elan, ni le BRGM dans sa cartographie. Il faut vraiment que ça se traduise pour les maisons neuves par un changement de comportement et à la fois non pas du maître d'ouvrage, parce que le maître d'ouvrage il subira, il sera bien obligé de le faire, mais je parle du maître d'œuvre et puis ensuite celui qui met en œuvre les plans d'architecte. On est sur une chaîne de conception.
Le DTU, c'est les bonnes pratiques de mise en œuvre, de réalisation des ouvrages. Donc les ouvrages, ils ont été conçus. La conception, elle se fait sur la base d'une étude géotechnique et de référentiels de calcul de structure. D'accord. Donc le DTU en tant que tel, donc, en fonction de l'étude il va dire comment bien faire un chaînage, comment bien réaliser ses fouilles, comment donc ça sera vraiment au coup voilà, par coup. Réaliser les éléments. Mais le DTU, c'est d'ailleurs l'évolution, renvoie explicitement, dans sa version à venir, qui est à l'enquête, à l'étude de sol. Et le parallèle fait avec l'imposition réglementaire permet d'avoir une concordance avec ces éléments. Et l'étude de sol réglementaire, elle s'appuie sur la disponibilité et finalisation des cartes argile établies par le GM qui permettent au moins de, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on parle de sollicitation climatique, c'est connaître la localisation et l'intensité. Donc avec ces cartes du BRGM, ça permet en première approche d'appuyer la réglementation pour exiger sur les zones sensibles à moyenne le sondage de sol et appliquer les éléments de sécurisation avec le sondage de sol ou dispositions forfaitaires qui sont définies réglementairement. Et donc le DTU ne sera là que pour accompagner la mise en œuvre dans les règles de l'art, en fonction des éléments de la chaîne des éléments de conception. Mais les DTU sont entièrement compatibles avec les réglementations techniques, hein, mais eux-mêmes ne définissent pas de réglementation et eux-mêmes ne reprennent pas la réglementation. Vous n'avez pas de chapitre sismique, inondation dans les DTU, ça n'existe pas puisqu'on parle uniquement de gestes techniques et des points singuliers en fonction des données en effet de conception qui ont été fournies. Juste pour finir mon tour d'horizon aussi normatif, il existe des choses pour les collectivités territoriales qui ont été édictées à l'ISO et je sais qu'ils font la promotion par l'État auprès des collectivités territoriales. Ce sont des normes sur les normes ISO relatives au développement durable au sein des communautés territoriales. C'est pour mettre en place des systèmes de management pour le développement durable et ça intègre par exemple la notion de résilience. Donc c'est-à-dire il est arrivé un événement particulier, quelle méthode mettre en place au niveau des collectivités territoriales, locales ou régionales ou autres, voire au niveau de l'État, pour essayer de gérer les risques, par exemple, et de voir qui associer, etc. Donc c'est de la méthodologie, c'est du management en fait de projet. Et vous avez aussi des normes encore plus générales sur le management du risque, donc qui peuvent évoquer aussi ces sujets-là et qui donnent des méthodes en fait pour aider les collectivités ou les acteurs à mieux apprécier le risque, à l'évaluer et à essayer de gérer ça de la meilleure façon possible. Voilà. Oui. Question aussi, on a parlé effectivement de ce qui est neuf, donc ce qui va être construit. Et il y a un stock effectivement qui est relativement important sur ces zones-là. Donc la question qui se pose, comment voyez-vous, est-ce que vous y avez un peu réfléchi, comment voyez-vous, y a-t-il une possibilité sur ce qui existe de proposer des renforcements, des travaux qui évidemment ne coûteraient pas le prix de la maison, mais qui permettraient évidemment de ne pas avoir de drame humain, de ne pas avoir forcément d'indemnisation considérable à mettre en œuvre si véritablement le changement climatique perdure, et il n'y a pas de raison qu'il ne perdure pas d'après tous les experts, donc on peut penser que le phénomène va s'accentuer. Donc qu'est-ce qui va se passer pour le stock? Y a-t-il des possibilités, puisqu'on peut imaginer des subventions ici ou là, avec les collectivités territoriales, avec l'État, on peut imaginer un fonds de péréquation qui permet effectivement d'aider les particuliers à financer certains travaux. On peut aussi, pourquoi pas, réfléchir à des crédits d'impôt. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que vous y avez réfléchi et est-ce que vous avez des idées à proposer sur ce sujet? Ordre d'idée, je disais en aparté que sur les problèmes liés à la sécheresse, j'ai par exemple dans mon département des maisons d'habitation fissurées gravement,
avec des coûts de réparation qui vont jusqu'à 100 000 €, c'est-à-dire largement aussi important que le coût de la maison elle-même. Je connais un couple en particulier qui s'est endetté pour au moins 30 ans pour payer la maison et qui se retrouve, parce que c'est pas reconnu en catastrophe naturelle en plus, dans une maison dont ils peuvent pas assurer la réparation, quoi. Donc c'est terrifiant, épouvantable, humainement. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est ces cas humains. Enfin, moi j'en ai chez moi, je sais qu'il y en a ailleurs du même acabit. C'est cela qui nous a alertés d'ailleurs, et pas que pour la sécheresse, mais aussi pour cela, avec la volonté d'essayer d'apporter des solutions, quoi. Que ce soit dans le plan pour la reconnaissance, que ce soit sur la prévention, que ce soit sur la réparation. Enfin, alors on a bien compris que dans la loi Elan, et on s'en réjouit, il y a de nouvelles dispositions qui permettent, tant mieux. Mais il y a ce qui existe aujourd'hui, donc on ne peut pas l'ignorer. Donc si on peut y apporter quelque chose d'intéressant pour essayer de réparer tout ou partie, c'est une bonne chose. Donc est-ce que vous avez, vous, là-dessus, une expertise, des propositions Malheureusement, je ne crois pas qu'on ait de baguette magique au niveau des entreprises de la construction pour un coût négligeable réparer des constructions qui sont sévèrement dégradées. Alors on sait qu'il y a des études, puisque globalement le Rotary-Glanfard-Argile, c'est des phénomènes d'alternance. Bon, je ne vais pas refaire, je pense que vous avez fait le RGM, c'est l'alternance de phénomènes sécheresse, forte hydratation, donc ça entraîne une fatigue des ossatures, et lorsque un des phénomènes, principalement sécheresse, va exposer et fragiliser, voire fortement endommager, les solutions de réparation, elles passent malheureusement par des reprises en sous-œuvre qui sont très rapidement, en effet, de l'ordre de grandeur que vous venez de citer. Il y a des travaux qui sont en cours, je crois d'ailleurs avec le CRMA, sur des études pour, plutôt que de réparer la structure et les ouvrages, c'est réhydrater le sol, maîtriser l'hydratation du sol. Voilà, donc c'est globalement, c'est vrai que c'est une méthode. Malheureusement, elle est en phase d'expérimentation. Après, il y a des méthodes d'injection. Mais les méthodes d'injection présentent peut-être un coût un peu moindre, mais lorsqu'une maison est malheureusement endommagée, les coûts de réparation sont malheureusement plus qu'importants. Non, mais attendez, pardon, excusez-moi. C'est pas forcément que les maisons endommagées. Ça peut être aussi faire une prévention, parce que, encore une fois, si le phénomène climatique s'accentue, et il n'y a pas de raison qu'il ne s'accentue pas, il y a aujourd'hui plein de maisons qui n'auront absolument pas de fissures et qui en auront demain. Donc, est-ce que l'idée, c'est pas de dire, par rapport à la cartographie qu'on nous a présentée, il y a une possibilité, on sait où éventuellement il y a eu des zones où il y a eu des constructions où il y a peut-être les zones les plus à risque. Peut-être qu'on va pas faire ça sur l'ensemble du territoire français, évidemment, ça n'aurait pas forcément de sens, mais essayer de déterminer quelles sont les zones les plus à risque, et là faire des propositions. Après, c'est accepté, c'est pas accepté, mais faire des propositions aux gens concernés en disant voilà, on a des risques, alors il faudra le faire avec intelligence, et voilà. Mais vous avez des risques de désordre sur votre maison. Bon, une maison, c'est une maison, souvent on l'a fait pour la vie. Hein, donc il y a un élément psychologique important. Il y a un drame humain potentiellement notoire. Il y a un coût pour tout le monde, y compris pour les assurances, etc. Donc, si vous voulez, je pense que la prévention, c'est quand même intéressant, et on n'est pas tellement en France dans une culture de la prévention, pas suffisamment en tout cas dans plein de domaines. Et là, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, voilà, il y a éventuellement des techniques, alors reste à savoir s'il y en a, qui peuvent être fiables, fiables, parce que si on engage les gens, c'est pour que évidemment ça soit assez fiable, et leur faire des propositions avec derrière, effectivement, une aide à ce qu'ils puissent le financer, dans la mesure où, évidemment, ils n'y sont pas pour grand-chose, puisqu'on leur a vendu une maison sur un terrain comme ça, et à l'époque, ils l'ont acheté, et voilà. Donc, ils n'ont pas de responsabilité directe en tant que maître d'ouvrage de l'époque à laquelle ils ont construit. Donc, est-ce que là-dessus, on ne pourrait pas travailler ? Est-ce que vous ne pourriez pas, vous, réfléchir à des solutions techniques qui permettraient de faire de la prévention, pas forcément sur des maisons déjà en désordre. Vous voyez ce que je veux dire, hein ?
Les éléments de prévention par rapport au traitement fragile, ils existent déjà dans les PPR, puisque les PPR sont souvent déclinés en deux aspects. C'est d'une part des prescriptions sur les constructions neuves, mais également, souvent, à horizon de 5 ans, la demande de réaliser des mesures de prévention qui sont notamment juste la maîtrise de l'humidité autour de la maison, donc tout ce qui va être traitement d'évacuation des eaux de pluie pour éviter des différences trop localisées d'hydratation du sol. C'est les trottoirs périphériques, mais je pense que Benjamin de vous en parler, c'est les protections par rapport aux arbres à haute tige ou aux arbustes en haie qui jouxtent les bâtiments, parce que voilà, si on a une haie ou un arbre à haute tige qui va pomper l'eau sur une partie de la maison, donc ça veut dire qu'on va avoir un déséquilibre d'appui du sol. Donc ces dispositions de prévention, elles existent. Après, oui, en effet, c'est peut-être un deuxième point où c'est plus ou moins la conclusion qu'on avait envisagé de vous faire, c'est-à-dire que les plans de prévention des risques, parce que là on parle du retrait de gonflement argile, mais bon, il y a aussi les problématiques du trait de côte, de montée des eaux, d'inondation et autres, qui sont aussi des sinistres assez conséquents. Le premier élément d'information, de prévention, c'est l'information. Et la lisibilité des informations qui figurent. C'est vrai que souvent, il nous arrive d'avoir des appels de certains de nos entrepreneurs qui sont confrontés à un PPR qu'ils n'avaient pas réussi à trouver sur le site de la préfecture ou de la commune. Donc les conditions d'accès au PPR sont un élément d'amélioration des informations importantes, autant sur le géorisque, que vous connaissez peut-être plus ou non sur Ma Commune face au risque. C'est le portail de la DGPR, donc, qui permet d'avoir l'historique des risques sur la commune, que ce soit au niveau de l'adresse, de la ville ou du département. Donc ça permet d'avoir des éléments d'information. Après, sur la base des éléments d'information, l'historique CatNat est clairement listé. Donc c'est vrai que le maître d'ouvrage qui achète a tout intérêt à consulter ces éléments, qui achète un terrain, je veux dire, a tout intérêt à consulter ces éléments pour, je dirais, apprécier son environnement et les risques qui vont avec. Ce qui gagnerait à être fait à notre sens, c'est de faciliter l'accès direct au plan de prévention des risques. Puisque ces plans existent, sur le site on trouve la date de prescription ou d'approbation du PPR, mais souvent la difficulté c'est d'accéder au règlement, voilà, un accès au... Annexe du PLU, mais d'expérience, c'est pas toujours facile à trouver sur les sites des communes ou des départements, voire des préfectures. Oui, Merci. Des suggestions. Alors, pardon, excusez-moi. On a quand même des constats à faire deux ou trois constats à faire post-catastrophe au niveau des entreprises elles-mêmes. Le premier point qui est un point factuel, c'est que lorsqu'il y a eu par exemple des tempêtes de vent, on peut reprendre celle de 99, celle de Xynthia, ce qu'on a pu déplorer au niveau des entreprises qui étaient sollicitées justement pour les réparations auprès notamment des particuliers, c'était un phénomène des difficultés de problèmes d'approvisionnement en matériaux. C'est-à-dire que pour pouvoir réparer, il faut avoir des matériaux. Or, ces matériaux n'étaient pas disponibles localement. Et donc, ça a freiné aussi la possibilité de réparation rapide. C'était lié à l'ampleur de l'événement. Bien sûr, tout à fait. Oui, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Mais c'est un facteur à prendre en compte dans l'évaluation du risque et la façon aussi de le réparer. Il y a peut-être des choses là derrière à imaginer, notamment avec la chaîne des fournisseurs, par exemple. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi ? Peut-être que tu pourrais revenir dessus directement, parce que tu connais un peu mieux le sujet, oui.
Oui, alors s'agissant de... parce que vous aviez posé une question sur la reprise, la capacité de reprise des sinistres par les entreprises du bâtiment, dans quel délai elles pouvaient y parvenir. Notamment, en 2015, il y a eu un protocole qui a été signé entre l'État, la Fédération française du bâtiment, la Fédération nationale des travaux publics et la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics sur justement la gestion des situations de crise. Le but est notamment d'optimiser la mobilisation des moyens et des entreprises et faciliter leur intervention en cas justement de crise. C'est un protocole qui visait la passation des marchés publics, donc sous le régime de l'urgence impérieuse, sans publicité préalable ni mise en concurrence. Ça visait également les modalités de réquisition des entreprises ou encore la préparation à la gestion des situations de crise. Donc ce protocole a été assez largement diffusé au sein du réseau de la FFB. Des remontées qui nous ont été faites, il est en revanche pas très bien connu des collectivités locales, notamment dans le cadre des inondations qui ont eu lieu en 2018 dans l'Aude. Il nous a été reporté au niveau de la fédération que finalement les possibilités de ce protocole, à savoir passer des marchés publics d'urgence sans publicité préalable, c'était peu connu et au final, il y avait beaucoup de marchés qui avaient finalement été passés avec des entreprises titulaires de marchés d'entretien. Donc voilà, sur ce protocole que j'ai amené, si vous voulez, je l'ai en plusieurs exemplaires. Peut-être qu'une communication plus importante pourrait être faite pour faciliter justement l'intervention des entreprises dans le cadre de ces situations d'urgence. Oui, on a aussi constaté que, en fonction des différentes administrations et des sujets, il y a celles qui nous connaissent bien, en fait, au niveau des entreprises de travaux, celles qui nous connaissent un petit peu moins bien. Et on a vu notamment que pour l'élaboration de certaines réglementations, notamment qui visent peut-être une meilleure prise en compte du changement climatique, de certains types de risques, il y aurait peut-être tout intérêt à mieux rapprocher ces administrations et à faire intervenir davantage en amont les représentants des entreprises de travaux. Parce qu'on est souvent en fait en bout de chaîne, puisqu'on vous a dit il y a la maîtrise d'ouvrage, la conception, et on est souvent en bout de chaîne. Et on est parfois appelé un peu tardivement, voire pas du tout, dans la discussion justement, l'élaboration de textes qui peut avoir un impact justement sur les entreprises de travaux et justement les choses que vous avez suggérées sur la façon de se mobiliser, de pouvoir intervenir ou sur les techniques. Voilà. Donc là, il y a peut-être une piste de progrès aussi à faire dans la méthode de travail de l'élaboration des réglementations qui touchent à ces types d'événements, hein, bien sûr. Ça, le désamiantage. Moi, dans mon département, on a vécu l'orage de grêle terrible du 4 juillet dernier qui a rayé de la carte une dizaine de communes. Vous devez voir de quoi je parle, en Charente. Et évidemment, tout le monde s'y est mis. C'est compliqué. Et les professionnels du bâtiment, évidemment. On avait un souci sur l'amiante. Puisqu'il faut désamianter et qu'il n'y a que des professionnels et peu nombreux qui peuvent le faire. Et donc, pour reconstruire, il fallait attendre que les professionnels du désamiantage viennent. Évidemment, ça demandait des mois. Et il y a encore des bâtiments qui n'ont pas vu les professionnels, quoi. Et donc, je me souviens des responsables donc, de la Fédération française du bâtiment qui m'avaient alerté dans le cadre de la cellule de crise en disant si vous pouvez faire quelque chose de manière à ce que le monopole aujourd'hui accordé à quelques-uns pour désamianter puisse être un peu desserré ou en tout cas faciliter cela, puisque ça avait pour conséquence que des gens qui ne sont absolument pas professionnels enlèvent l'amiante eux-mêmes, hein, et dans des conditions évidemment parfois dangereuses. Donc est-ce que sur ce sujet en particulier, vous avez des choses à dire, à proposer ? Sur ce sujet particulièrement assez délicat, puisque c'est quand même un matériau qui expose de manière incontournable l'intervenant à inhaler les fibres, donc c'est un problème critique, très cadré réglementairement parlant.
Donc les entreprises qui interviennent, elles ont obligation soit d'être certifiées, donc dans le cas de retrait d'amiante, soit être et elles sont peu nombreuses. Elles sont assez loin de leur base, oui, on est bien d'accord. Par contre, on est vraiment sur un problème sanitaire, c'est-à-dire que c'est un matériau qui on le rencontre même en dehors de cas de catastrophes naturelles, hein, puisque dès qu'on intervient sur l'existant, l'amiante est souvent oubliée et lorsqu'on découvre la problématique, c'est souvent trop tard. Donc la problématique amiante, dans le cas de l'intervention sur l'existant, est incontournable dès que le bâtiment est un peu ancien. Et en effet, pose problème en cas d'intervention après sinistre, hein, que ce soit un sinistre incendie, les assureurs, les experts d'assurance ont la même problématique. À intervenir dans un bâtiment après sinistre, d'avant 97, se pose la question de la présence d'amiante et des dispositions et des protections à considérer par rapport à ça. Donc malheureusement, là non plus, il n'y a pas de baguette magique. Des dérogations je dirais, sont difficiles à considérer, puisque pour intervenir sur l'amiante, il faut intégrer des process, maîtriser, je dirais, les protections collectives, les process, la gestion des déchets. Donc c'est quand même un matériau très sensible à utiliser. Donc c'est vrai que lorsqu'on parle de projets courants de rénovation, l'aspect amiante est d'un élément incontournable, de repagement de travaux. Lorsqu'on est en urgence, en intervention en urgence, que ce soit pour un incendie ou pour une catastrophe naturelle, la question se pose, c'est présence d'amiante ou pas. Et on n'a pas le temps de faire les prélèvements, de faire les mesures. Donc après, soit c'est se dire on intervient en considérant que l'amiante est présente, mais ce qui a un coût, et puis disponibilité des acteurs, donc ou à travailler à l'humide, mais c'est pas suffisant parce qu'il y aura le problème des déchets par la suite. Donc c'est toute la problématique de l'intervention existante. Ça permet de dire notamment l'amiante, c'est un problématique, mais attention aussi à bien considérer la gestion de crise et la réparation après sinistre. Dès que je vais intervenir après inondation, par exemple, si le bâtiment a été inondé jusqu'à 2 mètres sous le plafond, attention aux interventions d'urgence, à trop vite intervenir sur le bâtiment, parce que le bâtiment, il a baigné dans l'eau, c'est pas le comportement normal, c'est pas l'exposition normale pour un bâtiment. Donc les murs, tous les éléments secondaires ont baigné dans l'eau, se sont imbibés d'eau. Intervenir en rénovation, même si on enlève l'isolant et les plâtres et les enduits, les murs restent gorgés d'eau, donc ça implique nécessairement un temps qui est critique pour les occupants, un temps de séchage, de retour à la normale des murs, avant de pouvoir réintervenir et reconfigurer et relivrer l'ouvrage. Donc c'est aussi un élément à considérer lorsqu'on intervient en gestion de crise, sur l'inondation notamment. Je vous ai amené, mais bon, peut-être que vous l'avez vu par ailleurs, justement dans l'accompagnement des maîtres d'ouvrage qui sont situés en zone inondable ou qui le découvrent après coup, hein, ou qui le sont après la publication d'un PPRN inondation sur leur localité. C'est un document qui a été établi, alors j'ai plus la date, ça doit être il y a 5-6 ans je pense, 2012, oui, ça passe vite. Donc on a fait celle de travaux de prévention du risque inondation. Donc là, c'est une action qui a été menée avec le ministère de l'égalité des territoires de l'époque, avec la DGPR, la DHUP, donc qui constituent quelques éléments de prévention établi suite à Xintia, mais qui accompagne le maître d'ouvrage dans son approche et priorisation des actions menées. Parce que bien évidemment, on est un peu dans la problématique retrait en argile, où on est face à un bâtiment dégradé, où là, le coût, l'adéquation coût et capacité financière de l'occupant peut être problématique. Avec ce document, donc ça permet au maître d'ouvrage de progressivement, alors dans le cas de l'inondation, envisager les actions correctives ou de prévention à mettre en place sur son bâtiment existant, avec des orientations vers les fonds Barnier et autres aides. Les sinistrés ont une incompréhension quant au fait qu'ils sont non reconnus, enfin leur commune non reconnue comme étant en catastrophe naturelle. Et
l'outil de simulation qui est utilisé pour cela par Météo France, je pense à SIM, hein, à la modélisation, la SIM, que Météo France d'ailleurs nous a expliqué, enfin a tenté de nous expliquer, parce que c'était y compris pour nous un peu compliqué. Et donc quand je vois votre présence donc du BRGM un peu partout, je me dis pourquoi dans l'explication, dans la mesure du retrait gonflant des argiles, de tout ce qui est utilisé pour se baser techniquement et pour permettre cette reconnaissance ou non, pourquoi c'est pas vous qui l'avez faite sur la prise de décision, puisqu'on voit que par ailleurs sur la sécheresse, il n'y a pas de dossier technique. C'est ce que le CEREMA nous a dit, hein, pas de dossier technique. Donc c'est simplement la commission interministérielle qui se réunit avec un avis. Alors je ne sais pas si vous avez un avis ou pas à donner. Donc un avis qui est l'avis de Météo France sur une méthode que je ne conteste pas, hein, la modélisation, mais qui est quand même assez incompréhensible. Donc je dis naïvement, si j'étais sinistré de la sécheresse, je me dirais pourquoi le BRGM ne fait pas ses études locales, puisqu'il est implanté localement, et qu'il puisse les fournir aux préfets, les préfets faisant remonter des communes la situation pour que ce soit un peu plus simple. Je vais dire, c'est presque un peu la même chose pour la problématique agricole, puisque pour les agriculteurs, sur la reconnaissance ou non en calamité agricole, il y a ces mêmes problématiques, et donc on passe de quelques kilomètres d'un territoire reconnu à un autre non reconnu. Donc pourquoi le BRGM n'est pas plus impliqué, vu son implantation locale partout, pour faciliter cette compréhension, enfin cette mesure déjà, puis la compréhension après? Alors, tout simplement parce que l'État nous a demandé dans les années 2000 de réaliser la carte nationale des aléas que vous avez ici sous les yeux, à l'échelle de la France, au 50 millième, qui est l'échelle de la carte géologique. Donc c'est-à-dire qu'en chaque point de France, à la précision près de l'échelle de la carte, on connaît les zones dans lesquelles on a des susceptibilités. Donc derrière, l'État a considéré que ce qui est à juste titre ou pas, ça c'est pas à nous de le dire, mais que pour être reconnu en catastrophe naturelle, c'était les critères météo qui rentraient en compte, effectivement, selon l'outil SIM que vous avez dit. Donc la France est découpée en mailles de 8 km par 8 km, d'une maille, selon des lois statistiques, et on a quatre différenciations possibles d'un point de vue météo qui peuvent faire qu'on peut rentrer ou non dans les clous, on va dire, pour être reconnu. La plus importante étant, le coup près étant la récurrence de 25 ans sec. Donc il faut qu'il soit reconnu sur une sécheresse de 25 ans sec, ce qui est énorme. Avec un biais, c'est qu'en contexte de changement climatique, vu qu'on est sur des statistiques glissantes, plus on a une récurrence de sécheresse, plus le 25 ans sec devient sec. C'est-à-dire que... Donc de plus en plus contraignant, et d'atteindre la catastrophe naturelle va être de plus en plus difficile à relever. Mais oui, c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. En fait, la sécheresse de 2003... Si je prends l'exemple chez moi, la sécheresse de 2016 est plus forte que les précédentes, et pourtant il n'y a pas de reconnaissance. En fait, la sécheresse de 2003, on pense que si elle arrivait aujourd'hui, on aurait beaucoup moins de reconnaissance qu'en 2003, parce que les statistiques font que la récurrence est... La moyenne bouge. Voilà. La sécheresse de 2003, il y a les simulations moyennes climatiques. C'est une sécheresse qui serait récurrente une fois tous les 3 à 5 ans en 2050. Ce qui est énorme. C'est énorme, oui. Donc là, sur cette carte, donc, qui est disponible bien évidemment sur Internet, puisque elle est sur le site gouv.fr, donne au 50 millième la totalité du territoire métropolitain et sa couverture en termes de risque d'aléas liés aux argiles. Alors, au plan cadastral, il faut vérifier éventuellement, mais vous parliez de la Charente actuellement, donc il y a un certain nombre de zones que je vois d'ici qui sont... faibles. Vous avez du orange qui est moyen et du rouge même qui est en fort. En Charente? Oui. Ah oui. Ah oui, bon, Donc ça, c'est accessible en ligne pour tout un chacun, et c'est maintenant un outil, bien évidemment, qui est utilisé lors d'une vente ou d'un achat d'un certain nombre de territoires. Et donc, est-ce que ça ne pourrait pas être mieux utilisé, autrement utilisé, dans le cadre du dispositif qui contribue à la reconnaissance ou pas? Alors déjà, c'est quelque chose qu'on peut affiner, mais après, c'est une question qui est plus politique que scientifique, pour être clair, parce que
il est clair qu'aujourd'hui, il y a des sinistres, de nombreux sinistres, même la majorité des sinistres, ne sont pas reconnus en catastrophe naturelle parce qu'il n'a pas besoin d'une sécheresse de récurrence de 25 ans pour générer des dégâts qui peuvent être assez considérables. Voilà. C'est tout ce qu'on peut répondre d'un point de vue scientifique à ce moment-là. Ce sont simplement les critères appliqués, j'allais dire naturellement, qui arrivent à ces résultats de classement ou non. Donc si on ne change pas ces critères, et notamment cette évolution que l'on a naturellement, puisqu'on voit apparaître de plus en plus de cas forts, peut perturber en effet et diminuer le nombre de reconnaissances de catastrophes. Tout en sachant que les simulations qui ont été faites notamment par les socio-économistes du BRGM avec le service du risque naturel montrent que sur les critères actuels, à horizon 2050, les coûts liés à la sécheresse seront quand même augmentés de 2 à 2,5 fois. Donc on imagine que si on change les critères, c'est pire. C'est pire. Juste en complément, il y a quand même la loi Elan qui est passée récemment, qui est en train de changer le dogme, on va dire, sur tout ce qui concerne la prévention de ce risque, notamment en mettant des prescriptions de construction qui vont dans le bon sens d'un point de vue prévention du risque. Par contre, on ne sait pas ce qu'il advient de l'existant. Voilà. Alors attends, on va prendre dans l'ordre. Non, juste une question rapide, parce que dans tout ce que vous avez exposé sur la question plutôt des terrains en montagne, savoir si vous avez une intervention en secteur de montagne et si vous faites des études en secteur de montagne, notamment en lien avec les glaciers, où on sait qu'il y a des grosses évolutions et des évolutions rapides, notamment sur les glaciers, qui ont des conséquences en chaîne, je dirais, derrière, et puis le lien que vous pouvez avoir justement avec les RTM, le travail du RTM. Merci. Alors, j'ai peu de connaissances sur ce qui se passe en montagne. À ma connaissance, on intervient quand même assez peu en montagne, justement pour ne pas être en concurrence avec les services de RTM. En montagne, à ma connaissance, on travaille principalement sur les problématiques de chute de blocs ou de coulée de boue, mais plutôt sur des expertises. Je n'ai pas connaissance d'autres travaux. On pourra compléter avec nos collègues. Mais... Ah oui, on a des travaux en commun, bien évidemment, mais encore une fois, comme on le parlait tout à l'heure du CEREMA, RTM de la même manière, on évite d'aller en fait, que deux organismes publics soient au même endroit pour faire la même chose. Donc on amène des compétences complémentaires en cas de besoin, en transparence, et quand il y en a un qui est un peu limite de par ses compétences ou ses capacités, il fait appel aux autres, bien évidemment, de manière à ce qu'on soit complémentaires. Mais la particularité de la montagne est plutôt, en effet, pour nous, orientée sur les mouvements de terrain et les chutes de blocs, ça c'est clair. Et puis donc tout ce qui est aux Antilles, par exemple, les phénomènes de coulée de boue, vous avez peut-être... le fraîcheur, par exemple, et des mouvements de terrain très forts qui emmènent des lares, des coulées de boue, où en une journée, il y a 1 mètre à 1,5 mètre de particules et de sédiments qui arrivent dans la rivière. Donc vous voyez, il y a des effets très très forts dans un temps très court, sur lequel là on est beaucoup plus implanté par notre présence. Merci. Je voulais savoir, parce que effectivement, les cartes et les documents que vous nous présentez sont vraiment très intéressants. Bon, je ne vais pas revenir sur l'exemple de Dieppe, mais la Normandie est aussi sur une partie de son secteur très riche, malheureusement, en marnières. J'ai, depuis des années, que ce soit collègue précédent ou encore l'année dernière, j'ai interrogé le ministre, mais bon, il y a un constat, mais qu'est-ce qu'on fait? En revanche, dans l'élaboration des documents d'urbanisme, que ce soit dans l'élaboration d'un nouveau document comme le PLUI ou dans la révision, là, effectivement, c'est pris en compte. Et c'est très compliqué pour les élus, en particulier dans des communes modestes qui essaient de revitaliser leur territoire et à qui on va dire ben non, là vous pouvez pas construire parce que vous êtes un territoire, et on sait grâce donc aux outils que vous nous présentez qu'il y a des marnières. Donc ça c'est une première problématique. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est un constat, mais c'est quand même très très compliqué pour les élus à gérer. Et l'autre chose, c'est lorsque vous prenez l'exemple de Reims, mais je pense que c'est le cas partout, quand on dit reconstruire la ville sur la ville. Quand par exemple vous découvrez des zones bleues comme celles que vous nous avez montrées, comment ça se passe avec les élus locaux? Parce que d'un côté, on a cette nécessité raisonnable de reconstruire la ville sur la ville, mais est-ce que là, vous intervenez pour dire, ben non, là, vous ne pouvez pas reconstruire à ce moment-là, si par exemple, on a un projet de revitalisation, donc de destruction et reconstruction? Alors, 2 éléments de réponse. Le premier sur les marnières, phénomène que je connais bien, puisque dans une vie antérieure, j'étais ingénieur risque en Normandie, spécialiste des marnières. Les marnières, c'est un cas très compliqué,
Pourquoi ? Parce qu'on a un vide de 2 mètres de hauteur à 30 mètres de profond, et que là, les méthodes que je vous ai présentées tout à l'heure, on est vraiment en limite technique, et qu'actuellement, on a encore des verrous scientifiques qui nous permettent de définir précisément l'étendue du vide. Il s'avère que ces techniques ont évolué très récemment, l'année dernière, et que nous sommes en train de monter un projet qui a été validé tout récemment par la Direction départementale des territoires de Seine-Maritime, en collaboration notamment avec la Chambre d'agriculture, notamment avec les services et quelques services urbains, pour définir des méthodes de géophysique, d'échographie, pour reprendre l'image de tout à l'heure du sous-sol, qui permettraient de découvrir précisément l'endroit des marnières. Ce serait une énorme avancée, parce qu'aujourd'hui on condamne des parcelles entières, je disais tout à l'heure, parce qu'il y a un risque, et que le jour où ça s'effondre, effectivement, ça peut causer des dommages irréparables. Qu'on ne peut pas se permettre de faire construire une maison avec des enfants qui jouent dans un endroit qui peut s'écrouler du jour au lendemain. Par contre, aujourd'hui, encore une fois, la solution passe par la recherche scientifique et le développement qui va permettre de faire la prévention la plus fine possible. Aujourd'hui, on en est là. Les marnières, d'un point de vue cavité, c'est le cas le plus compliqué, très clairement. Et le problème, c'est que l'ex-Haute-Normandie, la Seine-Maritime et l'Eure, c'est 150 000 marnières. C'est 15 marnières au kilomètre carré. C'est, on va prendre par exemple le village de Quincampoix au nord de Rouen, c'est un tiers de la commune en zone inconstructible actuellement. Pour la deuxième partie de la réponse, alors Reims, c'est un cas qui est très intéressant parce qu'on est hors du cadre réglementaire. Effectivement, des fois, les collectivités ne souhaitent pas partir sur la prévention dans le cadre réglementaire, tout simplement parce que ça peut faire peur à la population, notamment par la dévaluation du coût de la valeur du bien. Reims a connu un effondrement qui a marqué en 2016 devant la mairie. C'est pas plus, qui n'était pas très grave, mais qui était très marquant pour la population parce qu'un camion qui s'est affaissé dans une rue. Et Reims a pris la décision sur ses propres fonds de faire de la prévention dans les cadres des travaux de raménagement urbain. La carte que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est une volonté de la collectivité de faire de la prévention et de, le cas échéant, réviser les travaux d'aménagement en fonction du risque qu'on aurait mis en place. Ça a plusieurs bénéfices. À Reims, j'avais fait l'exercice. Si on prend par exemple le cas des quartiers, de Maison de Champagne, quartier un peu huppé, une belle maison de maître peut dépasser le $1 million. Un seul accident, sans parler de dommages humains désastreux avec mort d'homme, juste d'un point de vue budgétaire, un seul accident. Donc la maison qui disparaît, les réseaux à refaire, la route devant à refaire. Le coût d'un seul accident, c'est le coût de toute la prévention pour toute la ville de Reims. Voilà. Donc la prévention, encore une fois, le rapport coût-bénéfice de la prévention, il est très 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 bon. Et il permet justement dans ces cas de réaménagement d'adapter la construction, parce que la cavité n'interdit pas de construire. Au contraire, dans ces contextes de changement climatique, de transition énergétique, on peut même s'en servir. Il y a aujourd'hui des recherches qui permettent de faire des tampons thermiques, par exemple, grâce aux cavités, qui permettent d'améliorer le bilan thermique des maisons qu'on construit au-dessus. La cavité, on peut s'en servir. Et d'un point de vue construction, il suffit de pieuter la maison correctement ou de faire un radier correct de l'habitation pour pouvoir vivre sur une cavité. Tant qu'on fait un suivi, ça se passe bien. Ou on peut combler, le cas échéant. Si c'est vraiment nécessaire, on peut combler. Donc le risque, on peut le gérer. Mais le fait de le connaître permet de faire en sorte d'aménager sa solution de réaménagement et de faire quelque chose qui ne fait pas prendre de risque sur le long terme. Donc sur le long terme, on a une absence de risque et surtout un bénéfice, en tout cas une absence de dépenses, parce que de toute façon, une cavité finira toujours par s'effondrer, tôt ou tard. Surtout en milieu urbain, puisqu'on modifie les pressions, on modifie les circulations d'eau, et les cavités en milieu calcaire, parce qu'elles sont principalement en milieu calcaire, n'aiment pas du tout quand elles ont des apports d'eau, surtout un peu acides, pour peu qu'on ait un peu de lessive, des eaux usées, des choses comme ça. Ça vieillit très très vite une cavité en milieu urbain quand on commence à construire dessus. Le complément, mais tu l'as bien dit, mais c'est bien une adaptation à la connaissance de la construction. C'est-à-dire, à partir du moment où on va savoir ce qu'il y a, on peut mettre en place. Alors, ça coûtera plus cher. Bien évidemment, la construction de fait sera plus élevée en termes de coût, mais elle est indispensable, sinon il y aura catastrophe. Donc voilà, c'est cette difficulté-là qu'il faut appréhender. De toute façon, comme le dit Pierre, elle tombera un jour. Alors à l'échelle humaine, on ne peut pas prédire si ce sera demain ou dans 50 ans, mais elle tombera, de fait. Mécaniquement, c'est obligatoire. Est-ce que vous considérez que les constructeurs, justement, sont suffisamment informés et formés ?
partiellement selon les cas. D'abord, il faudrait que la totalité des zones soient couvertes. Ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc cette mise à disposition de la donnée chaque fois qu'elle existe, c'est possible, mais on n'a pas forcément quelque chose d'exhaustif. Tu parlais de Reims, mais Strasbourg avec les anciennes cavalières où il y a là aussi des réseaux extrêmement grands dans tous les sens. Ça s'est encore ouvert régulièrement au milieu de la route, mais il y a eu un trou, on a arrêté la circulation, on a comblé, on a refermé. Donc il y a aussi un côté imprévisible. Donc on ne connaît pas tout encore à la date d'aujourd'hui. Si oui, on avait quelque chose d'exhaustif, on pourrait le faire. La méthode que je vous ai présentée tout à l'heure, qui permet aujourd'hui d'avoir la quasi-exhaustivité de la connaissance du risque, elle a moins d'1 an. Avant, on ne savait pas faire. Oui. Voilà. Donc c'est aussi normal que ce ne soit pas fait. Par contre, nous, aujourd'hui, ce qu'on peut recommander, c'est de mettre le paquet sur la prévention, parce que sur le long terme, on sera toujours gagnant. Et la culture du risque, on en a parlé ce matin ensemble, mais moi, du fait que j'ai aussi des équipes qui sont en Outre-mer, la culture du risque est tout autre en Outre-mer parce qu'ils ont malheureusement l'habitude de subir énormément de choses beaucoup plus fortes que ce que nous avons en métropole. Et là, on a sans doute à apprendre aussi de la manière dont ils font. Un exemple auquel j'ai pu participer, on fait des exercices d'évacuation pour des enfants lors d'un séisme alors qu'ils ne marchent pas. C'est-à-dire quels sont les protocoles pour évacuer des enfants dans une crèche. Donc les personnes qui sont en charge de ces personnes-là les protègent a priori de leur corps et puis ont mis en place des systèmes assez simples de bacs, j'allais dire, sur roulette pour extraire les enfants dès leur plus jeune âge. Et ils apprennent ça tous les ans à l'école pendant toute la durée de leur vie. Donc l'appréhension du risque et de ce niveau de réactivité face au risque, donc par l'éducation, est sans doute une piste sur laquelle il faudrait réfléchir même en métropole. En cas de catastrophe majeure en France, l'idée c'est qu'a priori le suraccident lié à la méconnaissance et au mauvais comportement en cas de catastrophe générerait énormément de victimes supplémentaires par rapport à la catastrophe initiale. Typiquement, moi j'ai un autre exemple effectivement dans la lignée de ce que dit Stéphane, toujours sur les séismes. Un enfant de 4 ans au Japon, il sait exactement comment réagir en cas de séisme. Si on prend l'exemple des séismes forts attendus, possibles en tout cas en France, c'est soit le sud de la vallée du Rhin, soit la région de Nice, grosso modo. Les séismes, s'ils apparaissent dans cette région-là, seront 90-100 fois inférieurs en puissance à ce qu'on a au Japon. Par contre, les conséquences, alors d'une part par l'habitat, mais aussi par l'absence totale de culture du risque de tout le monde, des élus, je suis désolé, mais voilà, on parle clairement des élus, des enseignants, des enfants, de la population totale. L'absence totale de cette culture du risque fera que de toute façon, il y aura des comportements inadaptés qui feront des victimes. Donc le point il y a 2 points majeurs pour nous, c'est ce que je présente sur cette diapo-là, c'est l'éducation, d'une part, la culture du risque, et la prévention par les techniques, la connaissance que je vous ai présentée tout à l'heure. Si on fait l'effort sur ces 2 points-là, dans quelques dizaines d'années, on pourra dire qu'on est beaucoup mieux armé en France, et il y aura beaucoup moins d'accidents en France, et ça coûtera surtout beaucoup moins cher. Et ne pas avoir la surprise de l'occurrence de ces phénomènes. C'est-à-dire que chaque Français, entre guillemets, soit conscient que dans la région où il habite, il peut être soumis à tel ou tel risque. Et là, c'est vrai qu'on a un travail énorme à faire, parce que c'est très variable selon les cas. Mais que vous soyez en Charente, en Gironde ou du côté de Nice, bien évidemment, c'est pas la même chose. Le séisme de la semaine dernière, entre Bordeaux et Périgueux, à 4 et quelques, a mis en émoi plein de gens. Il ne s'est absolument rien passé, il n'y a pas de dégâts, il n'y a rien. Mais les gens étaient complètement apeurés, simplement parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait. Et il n'y a eu aucun dégât. Oui, à ce sujet-là, sur l'information, parce qu'on l'évoquait ce midi, le phénomène de l'Aude, où ça s'est passé effectivement en pleine nuit. La question qui se posait, c'est comment informer les populations. Les élus indiquaient que soit ils mettaient un système d'information, mais informer de quoi? Parce qu'il peut y avoir effectivement, imaginons, à Nice, sur la Côte d'Azur, on sait très bien, il peut y avoir un séisme, comme il peut y avoir une inondation. C'est donc des comportements qui sont différents. Donc ça veut dire qu'il faut que l'élu réfléchisse aussi à comment informer en urgence, mais selon le phénomène. Parce que dans un cas, on va être tenté de faire sortir la personne à l'extérieur, et dans l'autre cas, plus sur l'inondation, on va être tenté de lui dire surtout ne sortez pas et montez à l'étage. Le phénomène est complètement différent. Donc je pense qu'il y a aussi une adaptation de l'information pour l'urgence.
Je voudrais m'excuser, je suis vraiment arrivée en retard. Je suis arrivée juste au moment où j'ai entendu qu'on ne pouvait pas modifier le critère et que j'ai entendu la loi Elan. Donc j'en déduis que c'était peut-être sur les sols argileux, puisque l'article de la loi Elan évoque effectivement pour les constructions neuves. Donc là, on n'a plus besoin d'en parler. Je pense que les propriétaires doivent prendre acte et éviter. Parlons plutôt des maisons anciennes. Moi, je reviens sur une difficulté. Alors c'est peut-être pas du tout votre domaine. Veuillez m'en excuser. Sur la déclaration de catastrophe naturelle, le fait que la commune soit retenue ou pas. Mais ce sont des critères très techniques. Moi, j'ai du mal à comprendre pour quelles raisons des collectivités très proches. Certaines ont peut-être des poches argileuses plus importantes et sont retenues. D'autres ont une toute petite poche argileuse sur laquelle il y aura 1, 2, 3 habitations, mais il n'y a pas, dans l'égalité de traitement, il n'y a pas de raison que même si c'est une toute petite poche argileuse, ces 3 maisons ne soient pas traitées de la même manière que sur une grosse poche. Est-ce que vous intervenez là-dessus? Parce que j'ai pu voir des critères, et là les critères, je les trouve bien nébuleux. Alors, oui, effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure avant que vous arriviez. Une question assez similaire a été posée. Ceci dit, vous évoquez un autre sujet qui est les toutes petites poches argileuses. Et là, donc le BRGM a réalisé la carte d'aléa à l'échelle nationale, département par département, ce qui est présenté là sur l'écran. L'échelle de validité, c'est le 50 millième, et dans certains cas, vu que la carte de base c'était la carte géologique, on peut être passé à côté de certaines poches argileuses. Donc il y a ce problème-là qui pourrait être réglé par, à l'échelle de certaines collectivités, une précision de la carte, tout simplement, c'est possible. Après, le problème majeur de ces retraits gonflements, on l'a dit tout à l'heure, c'est les critères météo qui sont extrêmement restrictifs et qui font qu'on a beaucoup de sinistres qui ne sont pas reconnus catastrophes naturelles parce que le critère météo ne juge pas que c'est une sécheresse majeure, tout simplement. Et le verrou sur ce point-là. Donc vous l'avez souligné, effectivement, c'est très bien la loi Elan ce qu'elle fait pour l'avenir. Sur l'ancien, c'est problématique pour ça. Et aussi, une chose qui serait pas mal d'évoquer, c'est les modulations de franchise. Puisque la loi Elan, du coup, recommande de ne plus partir vers les PPR. Or, si on ne fait pas de plan de prévention des risques, à chaque fois qu'une catnat reviendra sur une commune, la franchise augmente. Et donc, c'est de la perte d'argent sèche qui peut dépasser 10 000 € pour les victimes. La franchise augmente tous les ans. Jusqu'à 5 fois la franchise initiale. 5e occurrence, on a la franchise multipliée par 5. Donc, si je ne dis pas de bêtises, on dépasse les 10 000 €. Or, le coût moyen d'un remboursement... dans cas d'absence d'un PPR, la franchise augmente à chaque fois qu'on a une récurrence de catastrophe naturelle, jusqu'à 5 fois. Et la franchise correspond grosso modo, x 5, correspond grosso modo au billet moyen du dégât. Voilà. Nous avons reçu en audition la sécurité civile et gestion des risques au ministère de l'Intérieur qui nous a dit travailler sur des nouveaux critères liés à la sécheresse en particulier et j'ai noté les critères donc pour être plus transparent, plus rapide et donc je voudrais que vous me disiez d'abord si vous êtes associé à ce travail pour faire que les choses soient plus lisibles et plus adapté à la situation actuelle. Et donc, ce qui nous avait été précisé, là, c'était donc de prendre en compte les niveaux de pluviométrie, la température globale, le niveau des nappes phréatiques, le niveau des rivières, le niveau d'évaporation des végétaux, des choses comme ça. Donc, est-ce que c'est suffisant pour être, comment dire, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Alors, déjà, oui, nous sommes consultés dans le cadre de l'élaboration des décrets d'application de la loi. Tu voulais quoi qu'on dise? Alors, si le décret devait être parfait, puisqu'il n'y a pas de décret aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Donc, s'il devait y en avoir un, et s'il devait être le décret parfait pour correspondre, ce serait lequel? Alors c'est compliqué. Déjà, on a une personne, nos spécialistes, qui est consultée effectivement dans le cadre de la réflexion sur ce sujet, donc qui participe, qui travaille, qui est en accord avec ce que vous venez de dire.
Dans l'idéal, effectivement, il faudrait prendre en compte le type d'argile et surtout l'environnement qui est autour. Typiquement, pourquoi il y a des retraits gonflements des argiles ? Si vous avez une maison qui est construite sur une argile qui est sensible, si l'ensemble de l'argile se rétracte de manière uniforme, la maison finalement elle ne bougera pas, ou presque pas. Le problème, c'est si vous avez une maison qui est construite à moitié sur des argiles et à moitié sur des sables, donc les argiles vont bouger, les sables vont pas bouger, la maison va être mise en tension, ça va casser. Mais si vous avez un arbre, comme sur le dessin ici tout près de la maison, l'arbre il va pomper, donc il va assécher les argiles plus que l'autre côté de la maison où il n'y a pas d'arbre. Et donc c'est là aussi où vous avez du tassement différentiel. Donc il y a énormément de critères à prendre en compte et ça devient du coup... Excusez-moi, je fais une parenthèse, pas uniquement que les critères météo. Non, pas uniquement que les critères météo, et en fait les critères d'aménagement du territoire sont presque autant responsables que les critères météo. Oui. Sur l'ensemble des risques qu'on évoque depuis tout à l'heure, d'ailleurs, il faut en être conscient. Typiquement aujourd'hui sur le littoral, on constate une accélération des phénomènes d'érosion. Ce qu'on estime aujourd'hui, c'est que cette accélération est plus due à des aménagements anthropiques qu'à des phénomènes pour l'instant de changement climatique qui sont difficilement quantifiables. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans un décret idéal, avoir des éléments d'ordre nationaux, enfin, et une réflexion territoriale, avec en plus le BRGM, enfin des gens qui sont en proximité, en éclairant au niveau territorial et avec des préconisations qui soient dédiées selon les endroits, en effet. Oui, c'est tout à fait envisageable. Oui. C'est envisageable, ce serait plus juste, mais ça a un coût déjà pour les experts qui interviendraient, et aussi ça risque certainement enfin, les coûts des dommages risquent d'exploser. Il faut avoir conscience de ça aussi. On n'est pas là pour maîtriser. On est là pour se poser les bonnes questions, pour essayer de répondre au mieux et au plus juste quand il y a un dommage et quand il y a une réalité de dommage, quoi. C'est une multitude de critères finalement qui combinés entre eux amènent un effet. Quand on parle de ces effets de mouvement, c'est quelques millimètres, encore une fois. C'est entre 5 et 10 millimètres. Ça suffit pour casser une maison en deux. Vous voyez, donc il faut très très peu de choses pour que la structure de la construction soit défaillante. Et on a bien vu des spécialistes du CNRS qui nous ont dit que la sécheresse c'était une année sur deux. Hein. Ah oui, et on imagine que ça avec va se des poursuivre. étés à 50 degrés, bien etc. Donc, oui, je dis tout à l'heure, dans les simulations qui étaient assez défavorables initialement, mais on en prend le chemin manifestement, l'année 2003, c'est une année sur 3. À horizon 2030-2050. Peut-être moi, juste par rapport aux cultures de Redcoat, puisque c'est un sujet que vous nous avez également évoqué, le gouvernement fait faire une différenciation entre ce qui est considéré être des catastrophes naturelles, donc des périodes de sécheresse importantes, les inondations, la submersion marine, etc. Par contre, le recul du trait de côte, il considère que c'est prévisible et qu'en conséquence, ça doit être traité autrement. Bien qu'il y ait eu des projets de textes qui avaient mis en place un certain nombre de dispositifs, notamment la PPL GOT, et puis que j'avais eu l'occasion de reprendre moi l'été qui a suivi, puisqu'on n'avait pas pu aller jusqu'au bout du processus législatif. Il y a quand même un lien, enfin moi c'est ce que je ressens à titre personnel pour le moment, mais il y a quand même assez un lien direct, parce que on voit qu'il y aura une montée des eaux, on l'a peut-être pas encore trop constaté, mais elle va se faire. On a de plus en plus de phénomènes climatiques violents, et ça ne fait, d'ailleurs vous en parliez à l'instant, ça ne fait que programmer une augmentation du recul du trait de côte. Alors qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qui est catastrophe naturelle, quoi, qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qui est prévisible, ou qu'est-ce qui est catastrophe naturelle? Les deux sont quand même relativement liés. Bon. Alors on a eu le sentiment, si vous voulez, que pour tout ce qui est recul du trait de côte, alors c'est pas fait, mais on a un peu le sentiment qu'il y avait une volonté de se retourner vers les collectivités locales et territoriales en disant c'est vous qui avez la responsabilité de l'aménagement du territoire, faites en sorte que... avec quand même néanmoins des outils, parce qu'il faudra mettre des outils. Il n'y a pas d'outils actuellement pour gérer des relocalisations d'activités et trouver les bons systèmes entre les infrastructures et les relocalisations d'activités. Bon. Comment voyez-vous ce sujet ? Comment il s'articule dans votre esprit ? Est-ce que
vous estimez qu'effectivement les deux sont bien séparables? Est-ce que, au niveau de la réflexion, ou est-ce que malgré tout il y a un lien tel que moi, à titre personnel, je le ressens aujourd'hui? Alors déjà, que vous sachiez qu'on a travaillé sur ce sujet pour la DGPR, que le rapport ne nous a pas permis de conclure sur la question. Maintenant, je vais vous donner le regard du scientifique là-dessus. Le recul du trait de côte, si on prend du recul dans l'échelle de temps, effectivement, il est prévisible. Mais c'est valable aussi pour les mouvements de terrain en milieu continental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait prévoir l'érosion en milieu continental qui se fait par les chutes de blocs, les mouvements de terrain. Si on prend cet argument-là, c'est valable aussi pour toutes les catastrophes naturelles qu'on a en France. Pas pour les inondations. Je vous l'accorde, pas pour les inondations qui sont liées, mais pour les phénomènes d'érosion, j'entends. Oui. Les phénomènes d'érosion sont tous prévisibles. Voilà. Sur lequel se surimposent les effets anthropiques. Et c'est là voilà. que... Alors, ensuite, à l'échelle de ça, c'est pour l'échelle de temps globale, qui est l'échelle de temps géologique. À l'échelle du phénomène, que ce soit sur les côtes sableuses ou sur les côtes rocheuses ou au continent, on a affaire à des aléas clairement identifiés, des aléas naturels, qui sont liés d'une part au climat pour l'élément déclencheur et d'autre part au contexte géologique qui sont la capacité à résister aux contraintes plus ou moins. Les phénomènes ne sont pas les mêmes effectivement quand on est en côte rocheuse ou en côte sableuse, mais ce sont des aléas qui vont toucher un enjeu et qui génèrent un risque. Donc pour nous, c'est un phénomène de risque naturel. La seule différence qu'on fait entre une côte rocheuse et une côte sableuse, c'est qu'une falaise qui s'effondre, elle s'effondre pour toujours. Une côte sableuse qui se rétracte, l'année d'après, selon certaines conditions de mer, de houle, on peut éventuellement avoir un réensablement, donc c'est un phénomène qui peut être réversible, mais effectivement, en contexte de changement climatique, la tendance sera toujours à la baisse. Si on prend en termes de sinistralité ou d'impact, on a évoqué tout à l'heure le Signal, Lacanau, Biscarrosse, tous les 3-4 communes qui sont extrêmement touchées par les phénomènes de recul. La succession de tempêtes de 2014 a généré sur ces communes-là des reculs en quelques semaines de 20 mètres. Les reculs majeurs connus en falaise, donc le plus connu, le plus important c'est Dieppe, c'est 40 mètres, mais sinon la plupart des reculs majeurs n'excèdent pas 20 mètres. Donc c'est-à-dire que la sinistralité, les événements de référence ont des reculs qui sont similaires avec une soudaineté qui est similaire. Donc on ne peut pas faire de différence sur l'accidentologie possible, parce que si on a une maison qui est construite sur une ancienne dune à 20 mètres des plus hautes eaux connues, en une seule tempête, elle peut être par terre. Tout comme si on a une maison qui est située à 20 mètres d'une tête de falaise à Dieppe, à Fécamp, je ne sais où, en une seule tempête ou en un seul éboulement de falaise, elle peut être par terre. Donc on n'est pas capable de conclure aujourd'hui. Notre conclusion à nous, c'est que c'est une question qui est plus politique que scientifique. Très bien. Avez-vous d'autres questions, Nicole? Pascal? On vous a envoyé un questionnaire. Oui. On y a répondu. On a commencé à y répondre entre nous, puis on vous fera quelque chose d'officiel quand vous transférera. Si on a d'autres questions. En rappelant quelques définitions éventuellement, si vous êtes sûr qu'on parle bien des mêmes choses oui, dans absolument. tous les textes. Absolument. En tout cas, c'était très très intéressant. Merci beaucoup de votre participation. Non, avec grand plaisir. Parce que ça va. Je suis persuadé qu'en matière de prévention, ça va nous orienter. Vous avez les moyens suffisants, non, ça, si vous savez comme c'était comme non. Si tu poses la question comme ça, Nicole, la réponse est non. Merci de votre aide. Ils sont en diminution, non, non. Nous sommes en effectif constant, mais sur des compétences et des tâches élargies. Moi, je préférerais vous poser la question, excuse-moi, un petit peu autrement. Mettre en place Est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens de mettre en place une prévention sur l'ensemble du territoire de façon à ce que les élus locaux s'emparent de ces sujets et puissent les transposer dans leurs actions d'aménagement de territoire? Alors, je vous disais tout à l'heure que je suis moi-même élu local dans une petite commune et j'ai 14 km de bord de Loire à gérer avec un PPRI qui est un petit peu compliqué de la même manière. Le BRGM, non, on n'a pas cette capacité en termes de temps, en termes d'euros, pour être clair. Et de toute façon, je dirais qu'on ne peut pas le faire seul. C'est-à-dire que c'est typiquement quelque chose qui doit être plus transverse qu'un seul établissement, parce qu'on va apporter des choses différentes. On parlait du CEREMA, de RTM, de je ne sais qui, enfin d'autres organismes. Et si on devait imaginer quelque chose comme ça, pour mailler le territoire, il vaut mieux qu'on y ait à plusieurs avec un message commun, de manière à être plus impactant, mais enfin plus rapide dans le transfert de l'information. Le BRGM ne peut pas tout faire, on ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais je pense qu'il faudrait être cohérent au niveau de l'État et de ses services et de ses entités pour qu'on ait quelque chose qui soit
dans un temps relativement court, identique partout. Le transfert des compétences de la loi NOTRe, la GEMAPI qui est donnée maintenant à un certain nombre de communes ou de communautés de communes qui ont des difficultés, ne serait-ce qu'à comprendre réellement ce qu'il y a dedans, nécessite en effet une déclinaison assez simple, mais de manière ordonnée, si vous voulez, et qui soit faite sur tout le territoire. Je pense que c'est vers quelque chose comme ça sur lequel on pourrait aller, une déclaration commune, mais c'est pas en envoyant un document, c'est pas en envoyant un livre, c'est en étant sur le terrain. Voilà, et montrer des cas concrets comme ceux qu'on a vus avec les élus locaux et leur dire, ben voilà, chez vous, voilà ce qui va se passer. On est sur la plage, on est au bord de la rivière et voilà les risques que vous avez. C'est possible, mais il faut que l'État se donne les moyens, se les donne. Et oui, on peut le coordonner, bien évidemment, mais si on veut être suffisamment fort, je pense qu'il faudrait y aller avec les différentes capacités dont l'État dispose. Mais que l'État se donne les moyens, mais encore une fois, c'est certes c'est un investissement à faire, mais c'est comme quand on achète comme quand on achète une maison, c'est un investissement d'avenir. Exemple, coulée de boue. Coulée de boue, si on traite par volet de 50 communes, j'ai fait l'exercice la semaine dernière. Le coût à la commune de l'identification de l'aléa, de la modélisation de programmes d'action qui permettent de limiter considérablement le risque, mais aussi du coup de protéger les zones humides, parce qu'il y a aussi ça qui rentre en compte, c'est 3 000 € par commune. D'accord ? 3 000 € par commune, donc 150 000 € pour 50 communes. Une seule coulée de boue sur une des communes de ces 50 communes, c'est 150 000 € de dégâts en une seule coulée de boue. À minima. Aujourd'hui, on a une coulée de boue tous les 10 à 20 ans dans le nord de la France, Normandie, Oise, Nord-Pas-de-Calais. À horizon 2030-2050, c'est 3 coulées de boue tous les 10 ans. Ça veut dire que vous investissez pour faire l'étude aléa coulée de boue, mise en place de programmes d'action. Vous investissez pour 50 communes entre 150 000 et 300 000 € une fois. Au bout de 10 ans, vous avez déjà économisé 2 fois ça, puisque vous avez évité 2 à 3 nouvelles coulées de boue en termes de dégâts. Donc, quoi qu'il arrive, même si l'investissement peut paraître lourd, à court terme, pour les coulées de boue, à court terme, puisqu'on parle là à 10, alors je sais bien que c'est un mandat d'élu, c'est 5 ou 6 ans, mais à court terme, on est sur... À court terme, on est sur un bénéfice net, du coup, pour ces 50 communes, de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros. Donc, je pense qu'il faut que les élus locaux, sans parler des drames humains, tout à fait, oui, tout à fait. Pas volontairement. Et l'impact environnemental, parce qu'il est fort pour les coulées de boue sur les mortalités en rivière et compagnie. Donc voilà, je pense qu'il y a une éducation, entre guillemets, en tout cas une communication à faire dans ce sens auprès des élus locaux pour qu'ils s'investissent de cette problématique-là. Parce que même si ça paraît cher au départ, c'est toujours désagréable de sortir de l'argent, le rapport coût-bénéfice, même sur un temps court, sur 10 ans, il est largement positif. Et voilà pour ces auditions de la mission d'information du Sénat sur la gestion des risques climatiques. Les membres de la Fédération du bâtiment ont présenté aux sénateurs le système de normes qui permet en amont de protéger les constructions des aléas climatiques. Et puis les membres du Bureau de recherche géologique et minière, interrogés par les sénateurs, ont insisté sur la nécessité d'investir pour étudier les fragilités des sols, ce qui permet d'anticiper les futurs phénomènes climatiques. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.